Le frère de l'un des morts confirme qu'une plainte sera déposée. Dans l'actualité politique, les déclarations de candidature à la présidentielle de 2024, dont celle de plusieurs hauts fonctionnaires issus des régies financières. Qu'est-ce qui fait courir ces hauts fonctionnaires, notamment à l'inspection des impôts et domaines? Tournée de Mimi Touré dans le Fouta, l'ancienne première ministre attendue de pied ferme par les partisans du maire APR de Ourossogui, Moussa Bokar Thiam, cet après-midi. Et dans notre rubrique Point de vue, nous verrons les conséquences possibles du choix porté par Macky Sall sur Amadouba pour porter les couleurs de la majorité à la prochaine présidentielle, notamment dans les rangs de Benno Bokk Yakaar. À la mise en onde de ce journal, Abdou Thiam. L'autopsie des corps des deux victimes des violences survenues lundi dernier à Khossanto. Cette autopsie donc a été réalisée ce matin à Kédougou, mais nous sommes dans l'attente des résultats de cet examen des corps, des dépouilles des deux victimes. Nous ne manquerons pas de revenir là-dessus dans nos prochaines éditions, notamment avec notre correspondant sur place. En tout cas, une fois ces autopsies bouclées, le maire compte déposer une plainte pour que la lumière soit faite sur les causes exactes de ces deux décès. Je vous propose d'entendre Mamadi Sissoko, le maire de Khossanto, au micro de notre correspondant Ibrahima Diabakhate. La situation des détenus, donc c'est une demande que nous avons formulée, en tout cas tous les élus du département, et que lui-même il va prendre en charge avec son collègue de la justice pour pouvoir faire libérer les enfants très vite. Vous avez parlé du préfet, de son départ? Mais bien sûr, je lui ai dit très amicalement, parce que quand même s'il n'y avait pas l'entêtement, on aurait pu éviter ces deux morts. Et en tout cas tous les dégâts matériels qui est derrière. Donc effectivement, nous, en tant que républicains, c'est au président de juger les départs du préfet. Mais de toutes les façons, la population n'en veut pas. Mais quand, par exemple, on veut prendre une décision pour les populations, si les populations ne veulent pas, il faut savoir reculer. C'est ça aussi le management. Et on va donner une suite judiciaire après l'autre. Ça, c'est clair. Je suis le porte-parole en même temps de ma famille et nous comptons, ça c'est les dires de ma famille, et nous comptons porter l'affaire là devant le parquet de Québec. Le maire de Khossanto qui a évoqué, vous l'avez entendu, le sort des manifestants arrêtés. Les 37 manifestants arrêtés à Khossanto sont toujours en garde à vue à la brigade de gendarmerie de la localité. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, trouble à l'ordre public, voie de fait et participation à une manifestation non autorisée. Les violentes manifestations d'avant-hier lundi, je vous le rappelle, ont fait 2 morts et plusieurs blessés. Nous sommes en ligne avec notre correspondant à Kédougou, Ibrahima Diabakhate. Bonjour. Bonjour Souleymane Niang, bonjour à tous. On le disait tout à l'heure, l'autopsie des corps des 2 victimes de ces violences a été réalisée ce matin, mais on est dans l'attente des résultats. Hormis cela, quelle est la situation générale sur place? Tout à fait. Sur place, Souleymane, le calme est revenu dans la commune de Khossanto et ses environs, 72 heures après les affrontements survenus entre les forces de défense et de sécurité, comme vous l'appelez tout à l'heure, qui ont engendré 2 morts. Le maire que nous avons, la commune de Khossanto, que nous avons joint tout à l'heure, à l'instant même, qui se trouve. Alors, ce qu'on peut ajouter, c'est que l'enterrement est prévu et annoncé cet après-midi à Khossanto, où toutes les populations sont rassemblées, attendent les dépouilles dans l'enceinte de la famille du maire de la commune de Khossanto, Souleymane. Ibrahima Diabakhate, notre correspondant à Kédougou, merci. Allons à Thiès, Mboro, Taïba Ndiaye et Diogo, des sociétés minières implantées dans les zones, mais les populations disent ne pas en profiter. Elles vivent mal l'impact environnemental et se sentent négligées dans le recrutement de la main-d'œuvre locale. Un forum s'est tenu sur la question à Mboro et à Taïba Ndiaye, regroupant les communautés, les parlementaires, les élus locaux. Et selon le forum civil, des tensions peuvent survenir à n'importe quel moment. Cher Ante Diop. Entre le forum civil, les représentants des sociétés minières et les communautés de Mboro, Taïba Ndiaye, le débat a été houleux. Les populations se sont exprimées. Elles sont revenues sur l'ensemble des préoccupations majeures, le contenu local, les impacts environnementaux, la présence des ICS et de la Grande Côte Operation dans la zone. Ndiaga Ndiaye, membre de la plateforme SOS Mboro.
Les populations également se sont exprimées sur des impacts, disons, environnementaux qui sont induits par l'exploitation minière sur le secteur de la pêche, mais également sur la santé des populations, comme vous l'avez remarqué, et qu'il n'y a pas encore de loi sur le code du local dans ce sens-là. Maintenant, la loi a été votée depuis 2022, mais pour nous également, il faudrait redéfinir un peu les termes. Local, c'est national, c'est-à-dire que les entreprises qui sont dans la zone puissent davantage profiter. Birahim Seck, le coordonnateur général du Forum civil, est catégorique. Pour lui, cette zone a un sous-sol riche de zircon, de phosphate. Malheureusement, les populations n'y trouvent pas leur compte. Si on y prend garde, la catastrophe n'est pas loin. Et le mot n'est pas de trop, parce que quand même, on a constaté un désespoir quand même assez aigu venant des populations et qu'il faut impérativement prendre des solutions. Mais le diagnostic quand même est assez alarmant et que l'État doit pouvoir aider les populations. Les parlementaires ont pris l'engagement de prendre à bras-le-corps les préoccupations de ces populations, délaissées à tort par les sociétés minières implantées à Taïba Ndiaye, Mboro et Diogo. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Restons avec la vie des communautés. À Fatick, plus de 80 km de routes bitumées prévues dans la région. Des infrastructures pour faciliter le déplacement aux insulaires seront également réalisées. Est le programme de désenclavement de la région qui entame sa première phase financée à hauteur de 20 milliards de francs. Au total, 9 projets vont être réalisés. Aminata Goudjabi. Ce programme spécial de désenclavement vient corriger ce qui était considéré comme une iniquité territoriale. Dans beaucoup de localités de la région de Fatick, les populations se déplacent difficilement en raison de routes ou de pistes rurales impraticables. L'État va soulager les impactés à travers la réalisation d'infrastructures routières. Fodé Mané, directeur de l'AGEROUTE dans la zone centre. Nous allons démarrer avec le bitumage de la piste qui quitte Martin, qui passe par Diokhine jusqu'à Wakhaljam. Et puis après, on a la piste de Toubacouta Missira. Et il y a la piste aussi de Darou Salam qui quitte la nationale numéro 4 au niveau de Gossas. Nous avons une piste qui va quitter Gossas et qui va vers Guinguinéo. À terme, nous allons nous trouver avec 81 km de route bitumée. Dans la partie insulaire également, d'importants investissements sont annoncés. C'est ce qui va permettre un désenclavement total et cohérent. 2 passerelles en bois, la passerelle de Sokone et celle de Fambine. Il y a également le pont de Simal. Le pont de Fambine, devenu le plus célèbre des îles, est pris en compte dans ce programme. Mais sur les autres îles, les ponts sont presque tous défectueux. Le maire de Djirnda, Badara Diom, attire l'attention des autorités. Il ne s'agit pas uniquement du pont de Fambine-Djirnda, mais il y a aussi à côté le pont de Djirnda-Maya, Djirnda-Ngadio, le pont de Félir, celui de Fayako et d'autres ponts qui attendent à être construits. Au-delà aussi de la commune de Djirnda, nous avons la commune de Bassoul qui a aussi besoin de ponts. Nous avons aussi la commune de Djirnwa. La première phase de ce programme de désenclavement de la région de Fatick va coûter un peu plus de 20 milliards de francs CFA. Elle va se dérouler sur une période de 5 ans, selon les responsables de l'AGEROUTE qui ont organisé une réunion d'information avec les élus locaux de la région. Aminato Goudiabi, Fatick RFM. Non loin de là, à Kaolack, les habitants de Gayen Sabakh réclament toujours le bitumage de l'axe RN4 de Medina Sabakh à Gayen Sabakh jusqu'à Ganda. Une vieille doléance qui n'a toujours pas été réalisée. Le maire de la commune, lors de la finale de la Coupe du maire édition 2022, a également souligné d'autres préoccupations comme la construction d'une infrastructure sportive pour les jeunes. Fatumbo. Le bitumage de l'axe RN4 de Medina Sabakh à Gayen Sabakh jusqu'à Nganda est plus que jamais indispensable pour alléger les résidents de Gayen Sabakh. Le maire Gombo Gueye exprime son mécontentement et interpelle le gouvernement sénégalais à ce sujet. Parce que 23 km de route de bitumage, vraiment ça ne représente rien. Parce que le président vient de réaliser l'axe Kaffrine-Nganda. Si on parvenait, par exemple, à bitumer l'axe RN4 Poste-Nganda, lors de 23 km, je crois que... Et vous avez vu les flaques d'eau. On est obligé de rallier. Nous sommes vraiment dans le besoin et l'État doit nous venir en appui. Parallèlement, l'électrification des villages environnants et la construction d'un forage à Darumab restent des préoccupations majeures pour le maire de la ville qui sollicite une action immédiate des autorités. Nous voulons également un forage à Darumab et à Singayen, mais aussi et surtout l'électricité dans Kaimor, Medina Sabakh, Ganda. Ces villages n'ont même pas 55% d'électrification. 5%, donc en marche de la finale de la Coupe du maire édition 2022, le maire de Gayen Sabakh a également plaidé en faveur d'une infrastructure sportive de qualité pour sa commune. Gayen soit doté d'un terrain qui répond aux normes nationales. Fatumbo, Gayen Sabakh, Radio Futur Média. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance.
Situation politique tendue à Ourossogui où Aminata Touré doit tenir une assemblée générale cet après-midi. Les partisans du maire de la localité, par ailleurs ministre de la Communication, Moussa Bocar Thiam, veulent barrer la route à l'ancienne première ministre. Les apéristes ont mobilisé des délégués de quartier et des conseillers municipaux pour attendre de pied ferme Mimi Touré qui doit venir de Canel. Ali Bandelnian. La tournée de Aminata Touré aurait-elle ébranlé les apéristes de Ourossogui? En tout cas, au vu de la réaction des partisans du ministre Moussa Bocar Thiam et non moins maire de Ourossogui, la question s'impose. Au lendemain de la rencontre que l'ancienne Premier ministre a eue avec des émigrés de retour au pays, les lieutenants du maire de Ourossogui ont mobilisé l'ensemble des délégués de quartier de la ville arborant des écharpes aux couleurs nationales pour un point de presse au rond-point Carrefour. Abdoulaye Sy porte leur parole. On est trop désolé de l'arrivée de Mimi Touré dans le Fouta. Nous savons Fouta, c'est un titre foncier du président Macky Sall. Vous jouez un jeu de cache-cache. Vous ne pouvez pas être battu à Grayoff et venir vous caser à Ourossogui ou bien dans le Fouta. C'est quasiment impossible. Parce que nous les Foutanquais, on nous a éduqués dans la dignité, on nous a éduqués dans la franchise. Mais Mimi Touré, vous êtes une traîtresse politique. Vous dites que vous voulez aider les femmes et pourtant vous étiez Premier ministre. Nous disons non à la présence de Mimi Touré dans la région de Matam. Et là aujourd'hui, vous voulez dire le contraire de vos propres propos. Nous disons que Mimi Touré reste une persona non grata. À travers des pancartes, ces apéristes tenaient à manifester leur opposition à Mimi Touré qui devrait présider une assemblée générale ce mercredi à Ourossogui. A rappelé que lors des dernières élections législatives, Ousmane Sonko, à la tête de sa caravane, a eu de la peine pour arriver à destination dans la ville de Ourossogui. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Revenons maintenant sur la déclaration de candidature de El Hadj Mamadou Diaw, Mamboy Diaw. Les Koldois sont nombreux à apprécier et à encourager la candidature du maire de la ville à la prochaine élection présidentielle. Il condamne toutefois son limogeage de la caisse des dépôts et consignations dont il était jusqu'à hier le directeur général. Abdoulaye Diallo. Les Koldois apprécient l'annonce de la candidature de Mamboy Diaw pour l'élection présidentielle de février 2024. Ils l'encouragent à persévérer. Nous pensons que c'est courageux de sa part, parce que c'est pour la première fois qu'un fils de Kolda a eu le courage quand même de se présenter à la magistrature suprême de ce pays. Bon, il a été très courageux et vraiment nous tenons vraiment à le remercier et à le féliciter par rapport à sa posture et la décision qu'il a finalement prise. Je pense que c'est tout à fait normal. C'est comme ça, on peut le comprendre, parce que dans la vie, il faut être ambitieux. Donc il a eu l'ambition et le courage, en tout cas, de poser sa candidature. Je pense qu'elle est la bienvenue. Maintenant, c'est à lui de travailler. Pour eux, le limogeage de Mamboy Diaw à la tête de la CDC est une suite logique de sa nouvelle posture. Oui, mais je pense que ça, c'est une suite logique. Et aujourd'hui, peut-être que le président est allé vite en besogne. Il n'a pas attendu que Mamboy même fasse sa démission. Il a limogé. Je pense que c'est une suite logique. Certainement qu'il ne s'est pas plié à la décision du parti. Voilà pourquoi. Donc, cette sanction, je ne sais pas si on peut le dire, entre guillemets, en tout cas, cette sanction qui est tombée. Je pense qu'il ne fallait même pas qu'il attende d'abord qu'il soit limogé. Il fallait au moins rendre la démission. Il devait rendre sa démission parce que tout le monde sait que Macky il a un problème de fair play politique. Fair play politique, il ne veut vraiment pas voir des gens qui ses décisions. Et comme Mamboy a eu le courage aussi de prendre le contre-pied de Macky Sall, je pense qu'il faut quand même qu'il accepte et qu'il soit prêt vraiment à recevoir des coups. Les Koldois suggèrent à Mamboy Diaw de redoubler d'efforts afin de prouver au Benno Bokk Yakaar qu'il a la capacité de mener à bon terme ses ambitions. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Et puis après la sortie de la gouverneure de Fatick à propos de l'interdiction d'un match de football dont le parrain est Ousmane Sonko, voici la réaction du docteur El Hadj Mansour Diop, l'organisateur justement de ce tournoi, qui estime que les raisons évoquées pour interdire la tenue de cette manifestation sont juste des prétextes. Selon lui, il n'y a pas de risque de trouble à l'ordre public. Il est joint par Awambaye. Je pense que ce risque de trouble à l'ordre public n'est qu'un prétexte qui a été exécuté par le sous-préfet, et cela émane d'une commande politique du maire de la commune de Bam qui a usé de tous ses moyens pour bloquer la coupe. Cette coupe, on l'a organisée après avoir fait des dons en équipement sportif aux ASC en avril. On avait tenu la promesse qu'on leur offrira une coupe qui est venue quand même au bon moment, parce que l'ONCAV n'arrêtait pas de réclamer que les autorités les aident à organiser des coupes. Il ne disposait que d'un championnat
qui est souvent parrainé également par le maire. Donc, quand on a voulu mettre en place la coupe, nous nous sommes approchés de l'ONCAV, qui nous a donné toutes les prérogatives de l'ONCAV et nous a suggéré de ne pas y amener une connotation politique. Ce que nous avons évité exactement, parce que nous avons tout fait pour éviter d'interposer le nom PASTEF dans cette coupe. Mais nous avons le droit de parrainer notre coupe ou de le nommer par une quelconque autorité, que ce soit une autorité coutumière ou religieuse ou n'importe quelle autorité. Maintenant, il se trouve que quand le maire a trouvé qu'on a utilisé le nom du président Ousmane Sonko, il s'est opposé en disant à l'ONCAV d'arrêter la coupe parce que si on utilise le nom de Ousmane Sonko, c'est une coupe politique. 12h16, allons à Kermassar. Le département va bientôt disposer d'une gare routière moderne et des lignes de rabattement vers le TER et le BRT. Une annonce faite par le CETUD. La structure a livré 39 véhicules vert blanc aux opérateurs pour faciliter la mobilité dans la zone. Ababakar Fall, le directeur des opérations du CETUD, au micro d'Amina Taba. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est parler du troisième niveau, c'est le transport de proximité. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il est plus facile de quitter Kermassar pour aller à Dakar que de quitter un quartier de Kermassar pour aller dans un autre quartier de Kermassar. C'est ce problème-là qu'on a voulu résoudre à travers ce projet. On est dans notre troisième phase à Kermassar. Le projet est déjà présent dans plusieurs localités à Dakar, en particulier à Bargny, Rufisque, Bambilor, Yeumbeul, Pikine, jusqu'à Yoff. Maintenant, dans cette organisation des transports, le CETUD est en train de dérouler un projet de restructuration globale des transports collectifs. En rentrant à Kermassar, vous allez voir à droite, à partir de la station Total, il y a la gare routière de Ndiaganiaï. Tout cet espace-là devrait être réaménagé, non seulement pour en faire un dépôt de bus pour le rabattement, mais aussi une grande gare routière qui va pour le CETUD au niveau de Kermassar. Nous promettons de déployer des lignes de rabattement, très bientôt d'ailleurs, à partir de la fin de l'année, en déployant le rabattement pour le BRT. On va en même temps déployer quelques lignes de rabattement pour le TER à travers des bus qui vont largement faciliter les déplacements des gens pour accéder au TER et pour accéder au BRT. À Kaffrine, la SONAGED veut y créer une unité de transformation des déchets et de valorisation des déchets. C'est dans le cadre du développement de l'économie circulaire. Ils veulent professionnaliser le secteur afin de lutter contre le chômage des jeunes. Ils, ce sont les responsables de la SONAGED. Parmi eux, Ibrahim Adjagne, directeur de la société, qui s'exprimait en marge d'un CRD au micro d'Ndeye Awabeyi. Donc le plan MOGED, comme vous le savez, est mis en place par l'État du Sénégal, accompagné par la Banque mondiale, l'Agence française de développement, la coopération espagnole et la Banque européenne d'investissement. Donc on a une première phase qui a déjà mobilisé 206 milliards de francs CFA. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le lancement de la deuxième phase qui va permettre quand même d'étendre le projet sur l'ensemble du territoire national. L'approche, il est plutôt intercommunale. Ce que nous voulons ici à Kaffrine, c'est de pouvoir mettre en place une unité de traitement des déchets qui va polariser l'ensemble des communes de la région de Kaffrine. Donc c'est ça l'objectif, c'est vraiment dans une approche de solidarité intercommunale, offrir comme une solution durable, efficace et performante de gestion des déchets. Mais surtout de s'inscrire dans l'économie des déchets qui va permettre quand même de valoriser le potentiel économique des déchets pour créer plus de richesses, mais surtout répondre à la forte demande en matière de création d'emplois. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détié Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Libye, la ville de Derna compte ses morts après le passage de la tempête Daniel. Et le bilan des victimes pourrait s'alourdir à mesure que la mer rejette les corps sur le rivage. Des milliers de morts déjà confirmés et des milliers de personnes toujours portées disparues. Le ministre de l'Aviation civile dans l'administration qui dirige l'est de la Libye a déclaré à Reuters qu'ils ont dénombré plus de 5300 morts et ce chiffre va probablement augmenter de manière significative et pourrait même doubler. Le nombre de personnes disparues s'élevant également à des milliers. L'Organisation internationale pour les migrations a déclaré qu'au moins 30 000 personnes avaient été déplacées à Derna. Le séisme au Maroc, le bilan est estimé maintenant à 2901 morts selon la télévision d'État. Le nombre de personnes blessées a plus que doublé pour atteindre 5530. En Tunisie, 3 enfants et une femme sont morts après le naufrage de leur bateau au large de la ville de Sfax. 21 personnes ont été secourues selon un juge qui s'est confié à l'agence Reuters. Tous les migrants étaient des
des Tunisiens. Au Mali, des groupes du Nord attaquent l'armée dans la ville de Bourem. Bilan, une dizaine de soldats tués et plus de 40 terroristes neutralisés. Les groupes armés indiquent avoir pris puis abandonné le contrôle du camp de l'armée. Babacar Junior Fall. Dans un communiqué, l'armée malienne a assuré avoir repoussé une attaque complexe impliquant des voitures piégées qui a fait 10 morts et 13 blessés parmi les soldats, tandis que 46 terroristes ont été tués. Un haut responsable de l'armée avait auparavant déclaré que les troupes avaient repris le contrôle de leur position à Bourem avec l'aide de l'aviation. Le cadre stratégique permanent, CSP, alliance de groupes armés qui ont signé un accord de paix avec l'État malien en 2015, a indiqué avoir mené une opération sur la ville garnison de Bourem, qui s'est soldé par le contrôle du camp et des différents postes avancés des forces armées maliennes et de leurs alliés du groupe paramilitaire russe Wagner. Bourem est un nœud près du fleuve Niger et sur la route entre Tombouctou et Gao et vers Kidal, fief Touareg plus au nord. Une telle opération de la part des groupes armés confirme la faillite de l'accord de paix signé en 2015 par une alliance de groupes armés à dominante Touareg, entrée en rébellion contre l'État central en 2012 par le gouvernement et par des groupes armés loyalistes. Niger, la junte au pouvoir met fin à l'accord de coopération militaire avec le Bénin. Oui, le Niger, dans un communiqué lu à la télévision nationale, a accusé le Bénin d'avoir autorisé le déploiement de soldats, de mercenaires et de matériel de guerre dans le cadre d'une éventuelle intervention de la CEDEAO. Au Niger, toujours, l'ancien Premier ministre Amadou est rentré à Niamey après plus de 2 ans passés en France. Avant son départ pour la France en avril 2021, il était en détention préventive dans une prison à Filingué, une ville située à 200 km à l'ouest de Niamey. Il était accusé d'être l'un des responsables des troubles ayant suivi la proclamation des résultats de l'élection présidentielle de 2021 remportée par Mohamed Bazoum. La justice lui avait accordé en avril 2021 une autorisation de 2 semaines pour se soigner dans un hôpital parisien et il n'était plus rentré au Niger depuis. La Russie, pour terminer, les discussions officielles entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un se sont achevées ce matin après plus de 2 heures d'échange. C'était lors d'un sommet exceptionnel sur un cosmodrome en Extrême-Orient russe, selon l'agence de presse d'État russe TASS. Des pourparlers en présence des délégations ont d'abord eu lieu, suivis d'un tête-à-tête entre les 2 chefs d'État. Merci Georges. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons des conséquences possibles du choix de Macky Sall porté sur Amadouba pour porter les couleurs de la coalition. Benno Bokk Yakaar, lors de la prochaine présidentielle, nous verrons notamment les conséquences sur l'unité et la cohésion de cette coalition. Et pour en parler, nous serons avec Demba Gueye, analyste politique enseignant à l'université Cheikh Anta Diop, et Hassan Samb, analyste politique, directeur de publication de Réumi Quotidien. RFM Sport. L'actualité des sports à la présentation, Babacar Fall, bonjour. Bonjour Suleiman, bonjour tout le monde. Football pour commencer, retour sur le match amical Sénégal-Algérie d'hier et sur la prestation et le comportement de Sadio Mané. Mais qu'arrive-t-il à l'attaquant des Lions, la star de l'équipe, le meilleur joueur sénégalais de tous les temps? Il multiplie les gestes d'énervement sur le terrain, on l'a vu pendant le match protester sans retenue contre une décision de l'arbitre. À la fin de la rencontre, il a repoussé inélégamment le micro d'un journaliste algérien. Avant ça, on l'a vu prendre un carton lors d'un match d'Al-Nasr en championnat saoudien parce qu'il se bagarrait avec un adversaire. On se rappelle également du violent coup de poing qu'il avait donné à son ancien coéquipier du Bayern, Leroy Sané, Nana Rocha. Depuis plusieurs mois, le Nantio national traverse une mauvaise passe. Plus les matchs passent, plus sa détresse devient flagrante. Wahani Johnson est journaliste sportif. Parce qu'à Liverpool, on connaissait le Sadio Mané toujours jovial, quelle que soit la situation. Mais depuis qu'il est parti au Bayern Munich, on a vu qu'il est devenu beaucoup plus sanguin. Mais il faut comprendre surtout que c'est une forme d'expression également. Quand le talent ne répond plus,
parce qu'il ne faut pas qu'on se le cache. Le Sadio Mané de Liverpool est différent du Sadio Mané du Bayern Munich, c'est différent du Sadio Mané d'Al Nassr. Le plus terrible, ce sont les conséquences sur le terrain. La dernière preuve, hier, lors du match amical Sénégal-Algérie au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Dr Mohamed Gandour est consultant foot. Moi, il y a quelques années, j'avais parlé de ce sentiment, de cette faiblesse un peu psychologique de Sadio. J'avais demandé à cette époque-là que Sadio passe un certain cap, c'est le cap psychologique, d'être le leader, parce qu'il ne suffit pas d'être un leader technique, il faut aussi être un meneur d'hommes, et quand on est de la trempe de ces joueurs-là, qui sont parmi les meilleurs du continent, on essaye de prendre son groupe et de le tirer vers le haut. Le Sadio du match de qualification contre l'Égypte, qui rate son penalty, mais même de la finale contre l'Égypte, qui rate son penalty et qui revient lui-même haranguer ses troupes, c'est pas le Sadio qui a joué hier, c'est pas le Sadio qu'on voit depuis quelques mois. La situation devient compliquée. Pour le journaliste sportif Wakhani Johnson, Sadio Mané a besoin d'aide. Là, Sadio il est au crépuscule de sa carrière. C'est vrai, on ne retrouvera pas le Sadio Mané qu'on a connu il y a peut-être 4, 3, 5 ans derrière. Mais là, ce qui est essentiel pour lui, c'est de s'entourer de bons conseils. Pour le consultant foot, le numéro 10 du Sénégal est assez intelligent pour retourner ses frustrations à son avantage. Pas besoin d'accompagnement, je pense que c'est tout à fait normal, ce sont des réactions humaines. Et à un moment ou à un autre, c'est l'humain qui prend la place sur le sportif. Après un début de saison compliqué avec son nouveau club Al Nassr, en raison de performances jugées en deçà des attentes, Sadio Mané s'affirme petit à petit, comme lors du match contre Al-Shabaab Al-Ahli ou encore le 25 août dernier, lorsque l'international sénégalais marquait son premier doublé avec Al Nassr. Le Sénégal, pour rappel, a perdu hier face à l'Algérie en amical 1-0. Rencontre jouée au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Prochain match amical des Lions dans un mois, le 14 octobre, contre cette fois-ci le Mali, toujours à Diamniadio. Les deux équipes se préparent à la CAN 2023 qui se joue à partir de janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Ivoiriens et Maliens, justement, qui jouaient hier une rencontre amicale, match inachevé. Les joueurs ne sont pas revenus sur la pelouse après la mi-temps à cause d'une pluie torrentielle. Le terrain était devenu impraticable. Il y avait 0-0. Le match se déroulait au stade Alassane Ouattara d'Épimbe en banlieue d'Abidjan. Le Maroc également a joué un match amical hier face au Burkina. Et dans le contexte que vous savez, le tremblement de terre dans le centre du Maroc qui a fait plus de 2000 morts. Victoire des Lions de l'Atlas 100 et dans une grande émotion au stade Bollaert de Lens en France. Émotion aussi pour l'attaquant du Maroc dans les années 80. Vous connaissez Abdelkarim Meric Rimo que nous avons joué ce matin. Il fallait quand même jouer ce match-là contre Burkina. On a gagné 1-0. Bon, bien sûr, il y avait 38 000 Marocains dans le stade. Ça fait plaisir. Mais bon, ils sont venus dans l'émotion. On est venu pour jouer un match de football, en sachant quand même qu'on a 3 000 morts quand même sur le Maroc. Mais bon, mais c'est comme ça, la vie continue. En tout cas, nous, bien sûr, il y a l'émotion, il y a la tristesse, il y a tout. Mais la vie, il doit continuer. Allah, à mon avis, qui repose en paix tous les gens qui sont, que ce soit des femmes, des hommes, des enfants, même bien sûr des Français, qui y a un cas de Français aussi, mais voilà, la vie continue. En tout cas, le match il était agréable. On a joué, bien sûr, il y avait la douleur, mais avec la douleur qu'on se force. En tout cas, la continuité de l'équipe. Bon, l'essentiel quand même qu'on a gagné ce match. Crimon, 68 ans aujourd'hui. Le Maroc qualifié à la CAN n'a pas joué son dernier match en éliminatoire contre le Libéria, rencontre qui était prévue samedi dernier à Agadir, au lendemain du séisme qui a frappé le pays. Donc, le match a été, bien sûr, reporté. Le Cameroun, lui, s'est qualifié in extremis à la prochaine CAN. Il y avait 0-0 à la mi-temps face au Burundi hier, mais en seconde période, les Lions indomptables n'ont pas fait de détails face à leurs adversaires. Score final 3-0, dont une réalisation de Vincent Aboubakar. Dans ce groupe C des qualifications à la CAN, ce sont le Cameroun et la Namibie qui gagnent les 2 tickets pour Côte d'Ivoire 2023. Un mot de Navetan maintenant. Les phases régionales de Dakar, édition 2023, la première journée aujourd'hui. Le tenant du titre, Narbundao de Rufisque, ouvre le bal à 15h face à Dokondo de Dakar au stade de Ngalandou Diouf. Et puis de la boxe maintenant. Le tournoi de qualification olympique de Dakar pour les nations africaines, la longue route pour Paris 2024. Les quarts de finale aujourd'hui, 6 boxeuses et boxeurs sénégalais sur les rings de la Dakar Arena.
Depuis 12h, Alphonse Mendy affronte l'Égyptien Omar El Awadi. À 12h40, tout à l'heure, Karamba Kebe va en découdre avec Olaitan Oluware du Nigeria. Notez aussi les combats du côté des dames de Ndei Seynabou Ndiaye et de Mariatou Diallo dans l'après-midi. On termine par du volleyball. La CAN masculine en Égypte. Le Sénégal termine 11e du tournoi après sa victoire hier 3-7-0 face à la Gambie. La finale de cette CAN masculine de volleyball va se jouer ce soir. Elle va opposer l'Égypte à l'Algérie. Merci Babacar Fall. RFM, la radio de toute l'actualité. Notre dossier politique à présent. Inspecteur des impôts et domaines, un corps d'élite qui occupe de plus en plus l'espace politique et syndical. Une fois cooptés, ces hauts fonctionnaires gravissent très rapidement les échelons et peuvent devenir très puissants. Pourtant, ils étaient plus connus pour leurs grandes réserves. Qu'est-ce qui explique tout cela? Koumassa Ndiane Faye. Inspecteurs des impôts et domaines ou inspecteurs du trésor. Des cadres qui, selon leur affectation ou leur spécialité, gèrent des missions spécifiques au sein de la direction générale des impôts. Depuis quelques années, on les voit occuper davantage l'espace politique ou syndical. Il faut savoir que les inspecteurs des impôts et domaines ou du trésor sont des énarques. Et parmi eux, seuls 2 corps d'énarques sont interdits de faire de la politique. Sauf qu'ils étaient jusque-là enfermés dans leurs réserves. Qu'est-ce qui explique alors que ces corps d'élite s'intéressent à la politique? Abdou Fouta Diakhoumpa est inspecteur du travail à la retraite, formateur à l'école normale d'administration et à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La plupart du temps, les gens qui ont une certaine aisance financière et matérielle pensent à faire la politique pour maintenir le statut social, mais aussi pour préserver leur situation de rente. C'est ce qui explique plus ou moins pourquoi ce corps d'élite de l'administration publique qui s'enrichissent, quel que soit de par leur fonction, légalement ou illégalement, font de plus en plus de la politique. Et ce changement de la physionomie politique à leur niveau date des années 2000. À partir de 2000, avec l'irruption de beaucoup de personnes appartenant à des corps qui ne faisaient pas de la politique. Parce qu'avant, tout le monde sait que le corps qui était formé à l'ENAM, qui faisait le plus la politique, c'était les administrateurs civils. Maintenant, avec l'avènement de l'alternance, on a vu beaucoup de personnes. Et une fois en politique, ces hauts fonctionnaires ne traînent pas les pieds pour devenir aussitôt ministres ou directeurs généraux. Nous tous savons qu'au niveau de certaines directions, ce n'est pas le plus compétent qui est lui, mais c'est celui qu'on connaît et qu'on nomme. Et c'est plus grave encore avec l'avènement de Macky Sall à partir de 2012. Macky ne nomme que celui qui est de son parti et celui qu'il connaît. Et des exemples foisonnent à ce niveau. À signaler que seuls dans l'APR, 4 inspecteurs des impôts et domaines ou du trésor lorgnent le fauteuil présidentiel, à savoir Abdoulaye Daouda Diallo, Amadou Ba, Mamboy Diao et Birima Mangara. De l'autre côté, on peut citer aussi Ousmane Sonko, considéré aujourd'hui comme principal opposant. Tous ont connu une ascension rapide pour ce qui est de leur carrière politique. Electronic Corp, avec sa marque Enduro, l'endurance de la qualité, vous offre votre revue de presse. La revue de presse avec Georges Détié Diop. Un nouveau départ dans les rangs de l'APR et de la coalition Benno Bokk Yakaar. L'AS révèle qu'après le choix porté sur Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo démissionne aujourd'hui. Le président du Conseil économique, social et environnemental va déclarer sa candidature à la présidentielle de 2024 après-demain vendredi. Selon l'AS, Abdoulaye Daouda Diallo se présente comme le sauveur de l'Alliance pour la République. Hier, c'est Mamboy Diao qui a officialisé sa candidature. Besbi Le Jour rapporte qu'il est candidat sous la bannière de la coalition pour un Sénégal nouveau. Le journal Sud Quotidien en déduit que Mamboy Diao franchit la ligne rouge, alors que l'Info considère qu'il a acté sa dissidence et donne rendez-vous le 30 septembre prochain pour son investiture et la publication d'un livre sur sa vision du Sénégal. Les conséquences de sa candidature, il a été limogé de la CDC, la Caisse des dépôts et consignations, ce qui fait dire à Source A que Macky le vire du bol. Pendant ce temps, Vox Populi fait état d'une aventure à haut risque. Sa candidature, le lâchage du Macky et le début des représailles. Il a été limogé de la direction de la CDC et remplacé par Ahmed Sakho, son numéro 2 à la mairie de Kolda, reçu par Amadou Ba. Vox Populi qui rapporte qu'hier, il a été chassé du stade Maître Abdoulaye Wade pour le match des Lions. En tous les cas, le quotidien Le Témoin se pose la question de savoir si l'on ne s'achemine pas vers une rébellion généralisée dans le Macky. Et pour cause, après la démission
démission jugée fracassante d'Aly Ngouille Ndiaye, suivie de celle de Mame Boye Diao. D'autres départs sont annoncés à l'APR. Pour Walf Quotidien, Macky est en perte d'autorité. C'est au sujet, bien sûr, des candidatures parallèles à Benno. Les candidatures plurielles à Benno, justement. Dissidence ou ruse politique, l'Observateur pose le débat. Les avantages et inconvénients d'un pari risqué, décryptage de la carte Mame Boye Diao face à la nouvelle offre politique, la candidature du DG de la CDC et la glaive du président. Large dossier à lire aux pages 3 et 4 de l'Observateur. Les affaires Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Libération informe que le doyen des juges fait la jonction des deux dossiers. À l'origine, un réquisitoire supplétif du parquet vers une nouvelle inculpation donc de Bassirou Diomaye Faye. Source A traite du même sujet et affirme que Maham charge Diomaye. Selon le confrère, le numéro 2 du parti PASTEF dissous est désormais poursuivi pour appel à l'insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'État, complot contre l'État. Autre charge, acte et manœuvre à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Résultat de son dossier criminalisé, selon Source A, ses chances d'être libéré et d'être désigné candidat de substitution sont quasi nul. À la une de Libération, les manifestations meurtrières de Josanto. Ce que révèle le médecin légiste. Le journal fait savoir qu'en présence d'un substitut du procureur, des autopsies ont été réalisées hier sur les corps sans vie de Bakary Sissoko et d'Ibrahim Ouedraogo. Le premier a été foudroyé par une balle qui lui a traversé le crâne. Le second est décédé d'une hémorragie interne après avoir reçu une balle dans la cage thoracique. Les sports pour terminer à la une des journaux spécialisés. Le match amical Sénégal-Algérie hier au stade du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade. Première défaite à domicile depuis 2012, s'exclame le quotidien Stade. Le tarif habituel renchérit le journal Record. Quatrième revers de Cissé face au Fennec. Première défaite des Lions à domicile depuis 2012. 14e du Sénégal en 24 matchs contre l'Algérie. Le Sénégal a été battu par l'Algérie 1-0. À vos kiosques et bonne lecture. Electronic Corp, avec sa marque Enduro, l'endurance de la qualité, vous a offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h37, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous sommes avec M. Demba Gueye, analyste politique, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop. M. Demba Gueye, bonjour. Bonjour Suleiman. Nous sommes également avec Hassan Samb, analyste politique, directeur de publication de Réumi Quotidien. Hassan Samb, bonjour. Oui, bonjour Suleiman. Alors, Demba Gueye, au lendemain de l'annonce du choix de Macky Sall pour le candidat officiel de la coalition Benno Bokk Yakaar à la prochaine présidentielle, donc en février 2024. Aussitôt après, on a appris que Aly Ngouille Ndiaye démissionnait de la coalition ainsi que de son ministère, le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, suivi en cela par Mame Boye Diao hier, qui a déclaré sa candidature à cette élection. Et on annonce une prochaine démission probable de Abdoulaye Daouda Diallo. Simple saignée ou début d'une hémorragie? Est-ce que la coalition Benno Bokk Yakaar sortira indemne justement de cette crise? Écoutez, je pense que ces défections ou bien cette implosion ne me surprend pas. En tant qu'analyste politique, observateur de la scène politique sénégalaise, je sais que ces défections ne me surprennent pas. Je vous l'avais dit, je vous l'ai dit dans l'une de vos émissions, que après le choix du président Macky Sall, qu'il y aurait une implosion du Benno Bokk Yakaar. Ça, je l'ai dit, je l'ai très bien dit. J'avais même dit qu'il se pourrait que le Benno Bokk Yakaar présente 2 ou 3 candidats. C'est exactement ce que j'avais dit. Mais j'avais argumenté, j'avais dit que cette implosion est une implosion calculée. Une implosion calculée et maîtrisée. Et c'est une implosion qui repose sur un calcul politique. Et c'est quoi le calcul politique? Le calcul politique, c'est que tout le monde sait que personne ne peut gagner cette élection au premier tour. Cette fois, c'est une certitude. On ne peut pas gagner ces élections au premier tour. Et maintenant, le calcul, c'est quoi? C'est de maintenir l'électorat de Benno Bokk Yakaar. Et la seule manière pour Benno de garder son électorat, de maintenir cet électorat, c'est de propulser des candidats locaux. Moi, je les appelle des candidats locaux, hein. Mame Boye Diao, c'est Kolda, Aly Ngouille Ndiaye, c'est Linguère,
je les appelle carrément des candidats locaux, qui ont un électorat local. Alors, d'abord, sur votre caractérisation de la situation, est-ce qu'on peut parler d'implosion pour l'instant, puisqu'on ne note que quelques démissions et quelques échappées, disons, ou défections, comme vous dites, d'où ma question, sur l'ampleur, justement, de cette crise. Et ensuite, sur votre développement, vous êtes en train de nous dire que tout cela procéderait d'un plan ourdi et en bonne intelligence avec le président Macky Sall? Oui, à mon avis, oui, c'est ça mon analyse. Pour moi, la vraie implosion viendrait des autres leaders du Benno Bokk Yakaar, des partis alliés de l'APR. Une défection du PS serait une défection pour moi. Une défection de l'AFP serait une défection pour moi. Mais une défection des militants authentiques de l'APR, pour moi, c'est pas une défection. C'est simplement un calcul politique qui permettra de garder l'électorat de l'APR au niveau de ces zones qui sont extrêmement importantes, Linguère, Kolda, et je le dis pourquoi, parce que ces dissidents ont un électorat local, c'est pas un électorat national, et tout le monde sait que l'électorat local au Sénégal, c'est un électorat qui a un vote affectif, un vote sociologique, et qui respecte les consignes du leader. On vote parce que simplement le candidat est de chez moi, on vote parce que je connais son frère, voilà comment ça fonctionne. Et ils ont très bien compris ça. Leur candidature permettra, s'ils passent l'étape, en tout cas la barrière comment ça s'appelle encore, du parrainage, s'ils se présentent réellement, ils permettront de garder cet électorat local qui n'irait pas dans les partis d'opposition et de reconduire ces électeurs dans le Benno Bokk Yakaar au second tour. Pour moi, c'est ça le véritable calcul. Pourquoi? Parce que quand j'écoute déjà Mame Boye Diao qui a fait une sortie, Aly Ngouille Ndiaye n'a pas encore fait une sortie, mais quand on écoute Mame Boye Diao, il n'a pas tenu un discours dissident. Il n'y a pas de contestation des politiques publiques du régime de Macky Sall, il n'y a pas de contestation véritable, il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'affichage, et il a simplement parlé de réconciliation des cœurs, et donc c'est quelqu'un qui ne critique pas déjà le régime en place. Or, pour être un candidat aux élections présidentielles, il faut d'abord présenter un programme. Mais il faut contester les politiques. On reviendra là-dessus tout à l'heure. J'aimerais entendre Hassan Samb sur cette théorie de l'explosion ou de l'implosion contrôlée, maîtrisée, et sur justement l'état dans lequel va se trouver probablement Benno Bokk Yakaar d'ici les semaines à venir, au fur et à mesure que d'autres défections pourraient se manifester. Quel est votre point de vue, Hassan Samb, sur toutes ces questions? Oui, merci Souleymane. Je pense qu'il est prématuré déjà de parler d'implosion, parce que c'est quelques départs notés et des départs au niveau d'un parti de la coalition qui se trouve être l'APR, même si c'est un parti important. Donc il y a des départs à ce niveau-là. C'est vrai que les listes parallèles, c'est pas nouveau. On les a observés au niveau des locales, des législatives, des gens qui ont fait des échappées pour essayer de s'autonomiser à ce niveau avec des candidatures. Bon, ça c'est pas nouveau. C'est vrai que l'élection présidentielle aussi se présente avec un visage différent. Dans tous les cas, ce qu'on note, c'est qu'il y a des départs. On ne peut pas parler encore d'implosion, mais je pense que pour rester justement juste au premier degré de l'analyse, on va dire simplement que ceci est imputable à la non-structuration du parti, au fait que, bien entendu, il n'y avait pas forcément de dauphin, de numéro 2, quelqu'un n'avait pas été préparé, et que Macky, bien entendu, a tardé aussi à déclarer sa non-candidature. Donc tout cela a créé une sorte de, je ne vais pas dire de pagaille, mais en tout cas de surprise qui a fait que les gens n'ont pas pu se préparer pour dire qui va diriger et qui va se mettre derrière qui. Et donc, quelque part, il y a cacophonie. Il y a eu cacophonie, et ça, il ne faut pas le nier. Et bien sûr, Amadou Ba a du mal à être un candidat de consensus au niveau de la paire. C'est ça, en réalité. Mais justement, au-delà des défections, il y a aussi le fait que on entend très peu
les autres responsables se prononcer. Évidemment, il y a eu beaucoup de réactions, mais à un certain niveau seulement de solidarité, d'adhésion au choix du chef de l'État. Mais parmi les ténors, c'est plutôt la prudence jusqu'à présent. Comment vous interprétez justement cette réaction relativement tiède à un certain niveau de responsabilité? Ah oui, c'est ce que je disais tantôt. C'est-à-dire, je disais en fait qu'on ne peut pas parler encore d'implosion dès lors que c'est une coalition, et donc qui dit coalition dit un assemblage de partis et de mouvements, mais ces derniers, c'est-à-dire tous les alliés de l'APR, n'ont pas réagi parce qu'ils n'ont pas besoin de le faire. Ils avaient donné déjà carte blanche à Macky en disant choisissez. Et donc ils ne peuvent pas revenir sur leurs décisions. L'essentiel du socle de Benno est là. Au niveau de l'APR également, l'essentiel des responsables est là. Et bien entendu, même pour ceux qui font des... Aujourd'hui, c'est de se démarquer. On vu que dans leur base, au niveau de leur base du moins, les gens prennent leur distance. On l'a vu avec Aliou Ndiaye, avec les maires, les 16 maires qui ont exprimé leur allégeance à Benno. Donc, voyez-vous, quelque part, je pense que c'était prévisible. Macky a tout fait, certainement, il a retardé sa décision parce que c'était pour arrondir les angles, essayer aussi de limiter les dégâts, mais des dégâts, il y en aura forcément. Des effritements, oui, mais pour le moment, on ne peut pas parler d'implosion. À mon avis, au regard de la nature même de l'élection présidentielle, il serait très compliqué et même hasardeux de la part de Macky de se risquer à faire des calculs du genre parrainer des candidatures parallèles et perdre une certaine électorat au premier tour. Ça, c'est très risqué. Parce que son candidat pourrait ne pas sortir du second tour. Donc, du premier tour du match. Donc, voyez-vous, je pense que tout cela relève, à mon avis, je suis au premier degré, peut-être M. Gueye au second degré de l'analyse, mais moi je suis au premier degré pour dire simplement que c'est des frustrations, des effritements qui sont inévitables par rapport à un contexte donné, et ça s'explique aisément. Aujourd'hui, Amadou va devoir peut-être davantage manœuvrer, travailler, pour peut-être asseoir l'unité autour de sa personne, aussi bien au sein de l'APR qu'au sein de Benno Bokk Yakaar. N'est-ce pas? Alors, une dernière question pour tous les deux. Demba Gueye, si, j'appelle ça la théorie de l'implosion se confirme, cela aura-t-il une influence sur la réaction ou la décision d'adhésion ou pas des autres membres de la coalition? On sait que le Parti socialiste va réunir ses instances jeudi, d'autres partis le feront dans la foulée, dans les prochains jours. Ou pensez-vous que ces réactions sont complètement déconnectées de ce qui se passe actuellement au sein de l'APR? Écoutez, je ne peux pas prédire ce que le Parti socialiste va décider, mais je sais que une défection du Parti socialiste pourrait être un risque pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Une défection du Parti socialiste ou de tout autre parti allié de l'APR pourrait être un risque pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Ça pourrait être un risque parce que ça va davantage disperser l'électorat de Benno Bokk Yakaar. Maintenant, qu'est-ce que ça peut avoir comme résultat au final, après les élections, pour le premier tour? Dans tous les cas, le résultat va rester le même. Ce sont mes analyses. Je suis toujours constant dans mes analyses. Le résultat va rester le même. Qu'il y ait dissidence ou pas, il y aura un second tour. Et pour ce premier tour, c'est le parti c'est le candidat de Benno qui va sortir premier. Ça, tous les sondages l'ont confirmé. Parfois les sondages se trompent, mais les sondages que j'ai vus classent le candidat du Benno en premier, comme premier au premier tour. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au deuxième tour? C'est là où se trouve le véritable enjeu de cette élection. Et comment faire pour que ce candidat-là puisse garder la majorité relative? Parce que ils le savent très bien, les hommes de Benno, les gens de Benno savent très bien que le deuxième tour sera extrêmement compliqué, mais il suffit d'avoir juste aussi la majorité relative pour gagner. Ça, peut-être beaucoup de Sénégalais ne le savent pas, et ils ne savent pas que le deuxième tour, il suffit juste d'avoir la majorité relative. Maintenant, ce que je disais tantôt, les dissidents actuels du Benno Bokk Après, Yakaar, au deuxième tour, il ne peut y avoir de majorité relative. Il n'y a que 2 candidats, donc forcément, il y en a un qui aura une majorité qualifiée, si je ne m'abuse. Bon, en tout cas, peut-être je peux me tromper, mais d'après mes informations, c'est juste d'avoir la majorité.
pour un deuxième tour pour gagner les élections. C'est pas comme le premier tour où il faut avoir 51%. Je ne sais pas comment. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Voilà. Ok. Hassan Sam, sur la même question, un lien peut-être entre la situation actuelle et les réactions futures des autres membres de la coalition? Oui, mais il ne faut pas oublier que quand dans la coalition aussi, il y a eu quelques secousses, pour ne pas... Il n'y a pas de séisme quand même, mais il y a quelques secousses et des départs. On a vu, c'est vrai, Feke Machibole et autres. Et bon, pour le moment, l'essentiel des partis sont là. Voilà, surtout ceux qui ont soutenu Macky depuis 2012. Ils vont rester, à mon avis. Et les gens de l'APR, les séparatistes, entre guillemets, de l'APR ne vont pas les influencer. Pas du tout. Ils sont restés constants, les Aminata Mbengue Ndiaye, Moustapha Niasse et autres, ils sont restés constants dans leur démarche, et ça ne va pas varier. Parce que ce serait même suicidaire politiquement aujourd'hui d'essayer d'être autonome pour poser une candidature comme Diao et autres l'ont fait, pour asseoir un discours cohérent à exposer aux Sénégalais, alors qu'on a partagé et le bilan et toute la philosophie du PCE comment dire, Yono Yokote. Merci. Je pense que ce serait hasardeux. Merci, donc, merci. À tous les deux, nous avons épuisé le temps qui nous était imparti pour ce mini-débat entre Demba Gueye, analyste politique, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et Hassan Somb, analyste politique, directeur de publication de Réumi Quotidien. Nous vous retrouverons tous les deux dans la version Wolof à 12h51. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. À la rédaction en chef, Elhadj Ndiogou Diène, chef d'édition